Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Mathieu Derex, je suis référent numérique pour le MEDEF de Nouvelle-Calédonie. Je suis accompagné de Samir de IoT Box, Laurent Fontaine de l'AFBTP, de Ludovic de Eramet et de David Alia de Octo. Une petite vidéo, Tania, du MEDEF France, Fabrice Le Sachet, qui nous présente la transformation digitale. Monsieur de la DSI va peut-être nous aider. Merci. Vas-y. Petit problème de son, désolé. Bon, on va faire une petite présentation des invités. Samir, tu vas te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et quelle est ton organisation? Bonjour à tous. Donc Samir, moi je suis président d'une société qui s'appelle IoT Box, qui travaille en Nouvelle-Calédonie en partenariat avec BBS. Et nous, notre métier, c'est de prendre des solutions Internet des objets de start-up qui fonctionnent et les proposer à des industriels afin que, comme l'a dit notre ami de Microsoft, pas réinventer la roue. Et donc là, je vais vous présenter deux solutions qui ont transformé des entreprises de 6 personnes et 12 personnes et qui travaillent pour des grands groupes en France. Oui, ok, bonjour. Donc moi je suis Laurent Fontaine, je suis vice-président de la Fédération calédonienne du BTP, donc je représente les entreprises de BTP sur le territoire. Je suis aussi président de l'association formation BTP, dans la formation. Et donc je suis aussi directeur d'une entreprise de travaux publics. Moi aujourd'hui je suis là pour vous parler du digital dans notre métier, dans le BTP, qui n'est pas forcément au départ synonyme de digital. Le BTP c'est plutôt un métier qui fait penser à tout ce qui est, on va dire, terre à terre. C'est un métier classique et le digital n'est pas forcément la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de BTP, mais voilà, je vais vous montrer qu'il y a plein de choses qui peuvent vraiment nous changer notre métier et qui peuvent nous faire progresser. Voilà. Donc bonjour à tous, moi je suis Ludovic Donati, je suis directeur de la transformation numérique du groupe Eramet. Alors le groupe Eramet, je pense que beaucoup connaissent puisque c'est la maison mère de la SLN, mais le groupe Eramet c'est aussi des mines de manganèse qui sont situées au Gabon, au Sénégal où on produit du titane, et puis c'est une division alliage haute performance où on élabore des alliages qu'ensuite on met en forme pour différentes industries. On est situé en France et en Suède. Et donc, par exemple, quand vous voyagez dans un Airbus, vous voyagez avec Eramet, puisqu'il y a au moins une pièce qui a été produite par nous. Alors, ça peut être des pièces qui sont au niveau du train d'atterrissage ou au niveau des éclisses qui relient l'aile au fuselage. Donc, on est présent en fait sur toute la chaîne de valeur des métaux, depuis l'extraction des minerais jusqu'à la mise en forme finale. Et donc on s'est posé la question de notre transformation numérique il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler au cours de cette table ronde. Voilà. Okay. Merci. Enfin bonjour, je m'appelle David Alia, j'habite en Australie, mais je parle français, comme quelqu'un l'a dit. Et je dirige une entreprise qui s'appelle Octo en Australie. C'est une filiale d'une boîte française qui fait du conseil en IT. Et aujourd'hui, on va parler du digital, subir ou se transformer. On va essayer de définir un petit peu ce que veut dire le digital. Et en fait, ce qui serait intéressant de regarder aussi, c'est pas uniquement les avantages, mais aussi les inconvénients. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on est accro au digital, quels sont les impacts sur notre société, mais aussi comment on peut utiliser les technologies du digital dès demain matin à n'importe quelle taille d'entreprise. Et comme le disait Christopher tout à l'heure, devenir un citizen developer. Donc comment demain tout le monde pourrait faire du digital. Donc voilà. Merci David. Je vais vous lancer la vidéo de Fabrice Le Sachet
du MEDEF France. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture de ce forum DigiNova. Je tiens à remercier le président Daniel Oshida et à saluer son action et cette initiative parce que la révolution numérique concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et tous nos territoires. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, ça change la façon dont les modèles économiques sont conçus, ça change les relations au sein de l'entreprise entre les employeurs, les salariés et entre les salariés eux-mêmes. Ça bouleverse les flux logistiques, la façon dont on traite les fournisseurs, la façon dont on conçoit et on développe des produits et même dont on les commercialise. Et donc, ça touche réellement tout le monde. Et je suis content que la Nouvelle-Calédonie se saisisse de ce sujet. C'est aussi un avantage compétitif lorsqu'on utilise cette révolution à bon escient. Je pense notamment aux données. On a basculé dans une ère de la donnée et celui qui maîtrise les données, celui qui a la capacité de les traiter, les analyser, il peut les monétiser. Et la valeur des entreprises aujourd'hui, c'est en partie les données qu'elles arrivent à agréger et à analyser. J'en veux pour exemple Amazon, plus de 1000 milliards de capitalisation en quelques années. Carrefour, en comparaison, c'est 30 milliards. Donc il y a des bouleversements majeurs qui concernent les grands groupes, mais aussi les PME, les TPE. Moi, je suis persuadé que c'est une opportunité pour les entreprises calédoniennes. Ça permet de resserrer les liens avec la métropole. Ça permet surtout de donner une visibilité accrue aux produits et aux services calédoniens qui n'est pas corrélée avec la taille de l'île. Il n'y a plus de limite, si j'ose dire, pour les entreprises calédoniennes qui peuvent se projeter sur leur marché régional, bien évidemment, mais au-delà de ça, qui peuvent avoir des ambitions mondiales. Pourquoi pas ? Mais pour que cette révolution numérique puisse porter ses effets, il faut qu'il y ait un encadrement favorable. Et c'est sur ça que le MEDEF concentre son action. Il faut qu'il y ait des règles de concurrence qui soient loyales. Il ne s'agit pas que les activités physiques traditionnelles soient pénalisées de façon forte par des distorsions de concurrence. Et puis bien souvent, les activités physiques et numériques sont complémentaires. On parle même d'économie digitale, du physique et du digital. Donc il faut que ces règles soient claires, il faut qu'il y ait une concurrence saine et le MEDEF se bat pour ça. Il se bat également pour des infrastructures de qualité. Si on n'a pas un bon débit, comment on peut utiliser, exploiter Internet? C'est compliqué. Il faut qu'on ait une main-d'œuvre qualifiée. On se bat sur ce sujet de la formation pour que les entreprises puissent avoir les compétences et les talents nécessaires. Et puis, si on parle de fiscalité, de taxation des charges, c'est aussi parce que les entreprises ont besoin de marge pour investir dans la transformation numérique. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Si on parle de l'industrie 4.0, ça coûte de l'argent. Il faut que nos entreprises aient les marges pour le faire. Or, on a les niveaux de prélèvement obligatoire qui pèsent sur les entreprises les plus élevés des pays industrialisés et de l'Union européenne. Donc, le MEDEF est aux côtés des entreprises dans cette transformation numérique et on a plus que jamais besoin de votre engagement au sein du MEDEF Nouvelle-Calédonie. Et je tiens enfin à dire que Daniel est un fidèle messager de tous vos plaidoyers. Il représente avec beaucoup d'énergie la Nouvelle-Calédonie à Paris. Donc merci pour tout et j'espère que dans les semaines et mois à venir, on aura l'occasion d'avoir plus d'échanges. C'est vraiment important d'avoir des échanges avec nos adhérents, même si c'est par vidéo. On peut le faire de façon un petit peu plus instantanée, en direct. Et donc on organisera ça, j'espère, avec Daniel. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent forum et je vous dis à très bientôt. Donc retour en Calédonie avec un contexte bien particulier. 22 000 patentés en Calédonie, 6 500 entreprises, dont 80% moins de 10 salariés. On va passer la parole à Laurent. Comment ça se passe, Laurent, dans le BTP, la transformation digitale? Alors, moi j'ai un petit film à vous montrer qui va, pour passer un peu des images de ce qu'on fait aujourd'hui dans le BTP. Alors, les premières images, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur le territoire. Et les images sur la fin, c'est plutôt ce vers quoi on va aller. Petit souci technique. Donc, effectivement, le BTP, c'est pas le... Voilà. C'est un métier qui est en pleine évolution avec le numérique. Le petit film ne dure pas longtemps.
Donc voilà, bon, c'est pour vous montrer un petit peu un éventail de tout ce qu'on peut imaginer dans notre métier. Enfin, c'est même qu'un début. Tout ça pour dire que voilà, on est un métier où c'est pas forcément, le digital n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense BTP. Mais finalement, c'est le digital a déjà commencé à révolutionner notre métier et va encore le transformer. Et effectivement, il faut prendre le train en marche. Donc aujourd'hui, je dirais que la première chose qui a déjà fait progresser notre métier avec tout ce qui est numérique et digital, c'est déjà les transmissions d'informations. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la 4G, avec les outils numériques qu'on a, déjà on a des communications en temps réel avec nos chantiers, où qu'ils soient sur le territoire. Donc c'est déjà pour nous la première étape qui nous a fait quand même vraiment changer notre façon de travailler dans notre métier. Hein, parce que par le passé, quand les chefs de chantier ils partaient faire leur chantier en brousse, par exemple, voilà, on les revoyait pas de la semaine, quoi. Donc on n'avait aucune info de ce qui se passait sur le chantier. Aujourd'hui, voilà, tout est en temps réel, comme l'est notre monde, quoi. Ça, c'est la première étape qui a déjà révolutionné notre métier. Et puis ensuite, c'est tout simplement sur la modélisation après 3D qui arrive derrière. Donc que ce soit en terrassement, que ce soit en génie civil, en bâtiment, la modélisation 3D est vraiment une autre étape. Puisqu'en fait ça permet pour nous, en fait, parce que les chantiers à chaque fois, un chantier c'est un prototype qu'on réalise à chaque fois, et la maquette numérique, le 3D, la modélisation 3D de nos chantiers nous permettent surtout en fait de réaliser nos chantiers pour de faux. C'est-à-dire que on peut se permettre de faire des erreurs. On a le droit à l'erreur. L'erreur ne coûte rien entre guillemets, alors que avant dans le BTP, quand on faisait une erreur, ça coûtait très très cher. Donc ça pour nous c'est quand même une révolution. Ça permet du coup d'essayer des nouvelles techniques où on n'est pas sûr de pouvoir les réussir. On les essaye d'abord en numérique. Ça permet d'essayer, de voir aussi par exemple des risques qu'on prend au niveau de la sécurité. Donc je dirais que c'est vraiment les deux axes majeurs qui vont transformer notre métier de demain. C'est l'optimisation, première chose, et deuxièmement, c'est l'évolution aussi de la sécurité, puisqu'effectivement, ça permet d'avoir un accident pour de faux également, et donc sans conséquences humaines, quoi. Voilà. Merci. Samir, on a vu beaucoup de captation de données passer partout sur ce petit film. Comment on capte les données grâce à l'IoT? En fait, l'Internet des objets, c'est, comme son nom l'indique, déjà des petits objets qui, grâce à la révolution de l'électronique, coûtent de moins en moins cher. Donc ça, c'est un objet qui coûte moins d'une vingtaine d'euros. Et ce petit objet, pour des très gros industriels, il a rapporté plus de 100 millions d'euros. Donc, par exemple, une entreprise comme Toyota, qui a des usines dans 17 pays dans le monde, en fait, utilise cet objet dans 17 usines dans le monde pour la même utilisation. Et cet objet, en fait, il sert à trois choses. 1, à donner une position GPS. 2, à intégrer des données numériques. Donc, on peut mettre un système qui va inscrire un document dans ce boîtier. Et ensuite, ces données numériques peuvent être restituées à un tiers de confiance qui, lui aussi, a un lecteur. Donc, ces trois données, GPS plus identifiant plus données additionnelles, ça sert à des très très gros industriels, mais ça permet aussi de transformer des toutes petites entreprises. Et par exemple, j'ai un exemple frappant, c'est une entreprise de 9 personnes en France qui fait une seule pièce pour Toyota, qui sont des poignées de portes de voiture. Et la première fois que j'ai vu le patron de cette boîte de 9 personnes, il m'a dit non, mais moi la transformation digitale c'est pas pour moi. Moi ce que je fais c'est des poignées de portes de voiture, donc je fais de la serrurerie et du tournage fraisage. Donc pour moi la transformation numérique c'est pas un sujet. Et puis un jour, il y a son principal client, Toyota, qui lui dit tu sais quoi, lundi matin, moi je veux que tu me donnes toutes les données de traçabilité de tes pièces, et en plus je veux savoir où sont tous tes colis de livraison, et en plus dans mon usine, je veux pouvoir en 1 seconde avoir le bon de livraison, la date de fabrication, les composants qui ont fait ta pièce. Et la personne elle me dit ah bah ouais, mais c'est compliqué parce que ça va générer beaucoup de papier. Et Toyota lui a dit tu sais quoi, en plus tu vas le faire sans papier. Et donc la boîte de 9 personnes, elle a demandé une start-up de l'aider.
Et ils ont conçu ce petit boîtier. Et ce petit boîtier, une fois qu'il le met dans son colis, il contient toutes les informations de traçabilité. Et quand il l'envoie, Toyota reçoit la position du colis. Et Toyota a décidé de généraliser ça à ses 32 000 fournisseurs. Donc la société de 9 personnes, avec une petite start-up française, on a pu digitaliser des activités, même pour des très grands groupes. Donc même les sociétés de petite taille, vous avez votre rôle à jouer et c'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher. Et ce qu'il faut, c'est avoir des bonnes idées et l'envie d'avancer. Ok, merci Samir. Donc une fois qu'on a les données récupérées avec l'IoT, David, comment on peut les traiter avec l'intelligence artificielle? Alors l'intelligence artificielle, c'est un des axes pour traiter les données. L'intelligence artificielle a besoin d'être entraînée. Je ne sais pas si vous avez écouté tous le discours ce matin de Christopher. Donc vous avez besoin de beaucoup de données aujourd'hui pour entraîner des algorithmes de machine learning et deep learning. Et en fait, étonnamment, on a l'impression que c'est réservé à des grosses boîtes. Pareil, c'est-à-dire que cette notion de data science ou de science de la donnée, elle est réservée à des grosses boîtes. Aujourd'hui, c'est pas vrai, puisque tous les outils sont matures. Et aujourd'hui, n'importe qui peut traiter ces données-là et créer de la valeur ajoutée avec de l'intelligence artificielle. Alors, je vous donne deux exemples qui ne sont pas des exemples des entreprises, mais des exemples que n'importe qui peut faire demain. Et après, on parlera des entreprises. Mais donc, je vous disais que j'habite en Australie. Et en Australie, le premier cliché que les gens ont, c'est les araignées venimeuses. Donc, enfin, moi j'avais le même en arrivant, donc j'avais l'impression que j'allais me retrouver avec des araignées partout de chez moi et que j'allais mourir et que mes enfants allaient mourir dès qu'ils allaient sortir de la maison. Et c'est totalement faux, on n'en voit quasiment jamais. Mais seulement, les Australiens sont habitués à reconnaître les araignées venimeuses, pas moi. Je sais qu'il y en a deux très graves, mais je suis incapable de les reconnaître, à part la redback que tout le monde... Enfin, il y a un petit point rouge dessus, mais le reste, on ne les connaît pas. Et un soir, avec mes équipes, on s'est dit, mais si on faisait une application qui permettait de reconnaître les araignées venimeuses, c'est-à-dire que on prend des photos ou une vidéo d'une araignée qu'on voit à côté de nous, et l'application pourrait nous dire si elle est venimeuse ou pas. Et alors, il y a 5 ans, c'était impossible de faire une telle application. Impossible. Parce qu'il fallait entraîner avec énormément d'images une application. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle plateforme. Alors, le cas échéant, c'était Google ou Amazon, mais ces plateformes-là ont des outils, des mécanismes de reconnaissance d'images extrêmement simplifiés. Vous leur envoyez plusieurs photos, vous les nourrissez avec des photos du net. Et aujourd'hui, on a une application qui s'appelle DazitByte. Est-ce que ça mord? On voulait l'appeler Est-ce que je vais mourir? Mais après, on s'est dit que c'était un peu flippant. Et on prend une photo d'une araignée et ça vous dit c'est quelle araignée, est-ce qu'elle est dangereuse et quoi faire. Et l'étape d'après, ça pourrait être j'ai été mordu, prendre la photo de la morsure, qui est un peu plus utile peut-être que l'araignée, et de dire qu'est-ce que je dois faire. Et ça, je répète, nous on l'a fait ça, alors on a un peu d'expertise, mais on a fait ça sans être une entreprise, et aujourd'hui les outils le permettent. Un autre exemple, dans l'école de mes enfants, alors je ne sais pas si on fait ça en France, mais en Australie ils adorent ça, c'est faire les yearbooks, vous savez, les bouquins de l'école avec toutes les photos, etc. Et je parlais avec la fille qui s'en occupe, à plein temps ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les photos de toutes les activités, elle les met dans un journal qui est épais, c'est une grosse école, donc il y a 300 pages, et manuellement elle regarde les photos des enfants, et elle dit enfant numéro 1, alors il s'appelle, alors elle cherche le nom, elle le met, etc. etc. Et ça lui prend 1 an. Pendant 1 an, elle fait que ça, quoi. Et en fait, ce que je lui ai dit, regarde ce qu'on va faire, je vais te montrer un exemple, on va le faire en 2 minutes, je te prends la photo, je la mets dans une petite moulinette de reconnaissance d'image, ça vous le faites déjà, Facebook le fait déjà, vous connaissez déjà tout ça, et miracle, je lui ai montré sa photo avec la liste des enfants qui étaient sur la photo, dans l'ordre, par rang, etc. Et ça a pris, alors à développer ça prend 3 jours, mais voilà, je lui montre que ça se fait en 2 minutes. Et du coup, son yearbook qui lui prenait 1 an, ça lui prenait, allez, on va dire 10 minutes à faire. Et encore une fois, c'est des idées que n'importe qui demain peut faire. Et on n'est pas obligé de passer dans des grandes entreprises, enfin au sens grands projets d'intelligence artificielle. Tout ça aujourd'hui existe sur papier. Quand on veut rentrer dans des trucs un peu plus spécifiques, on le verra un peu plus tard si tu veux, évidemment il y a un peu de travail, mais aujourd'hui l'intelligence artificielle, même si elle paraît un petit peu magique parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, aujourd'hui elle est accessible à tous. Merci David. Ludovic, comment ça se passe la transformation digitale à Eramet?
Est-ce que vous utilisez l'IoT, l'intelligence artificielle? C'est exactement la question qu'on s'est posée il y a à peu près 2 ans et on s'est dit, donc nous on est un groupe assez décentralisé, les premières questions qu'on s'est posées c'est ça veut dire quoi de digital quand on est en plein milieu de la forêt équatoriale au Gabon et qu'on n'a pas trop accès à des cloud, IoT, IA, etc. Et puis on s'est dit aussi finalement qu'est-ce que le digital apporte dans des métiers qui sont relativement anciens comme métallurgiste ou géologue. Et donc on a construit toute une réflexion avec des opérationnels de tout le groupe Eramet, donc y compris la SLN, et le fruit de ces réflexions nous a donné un peu une vision où on s'est dit voilà les thèmes sur lesquels on veut vraiment travailler. Le premier, c'est connecter la géologie à l'économie. Donc c'est finalement assurer une traçabilité en fait numérique des minerais depuis leur extraction jusqu'à la livraison aux clients. Et ça c'est super important parce qu'on parle beaucoup de transition écologique et énergétique. Il y a des besoins en métaux qui sont très importants, des demandes clients très importantes, avec ce souci de traçabilité pour montrer qu'on a extrait du minerai dans des conditions les plus équitables en termes de RSE, de travail avec les parties prenantes, et puis au niveau de la géologie. Le deuxième axe, c'est optimiser tous nos procédés par le big data et l'intelligence artificielle. On a des procédés métallurgiques qui sont relativement anciens, et là on a de la chance. On a beaucoup de données et donc on peut se lancer dans des programmes d'intelligence artificielle, là cette fois qui sont très axés au niveau de nos procédés métallurgiques, mais qui commencent à donner des choses intéressantes, je pourrais vous en reparler tout à l'heure. Et puis le troisième axe, c'est assurer la traçabilité et la qualité de nos produits depuis leur élaboration jusqu'au client. Alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, comment ça se passe et comment on fait? Alors, on a 2 programmes en interne. On a beaucoup réfléchi sur le nom. Et donc, on en a un qui s'appelle Mine 4.0 et l'autre Usine 4.0. Donc, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Et donc, sur la Mine 4.0, finalement, on en a parlé, on a énormément de données. On a des données géologiques, on a des données d'extraction. Et donc, c'est comment on peut faire mieux et optimiser cette production pour répondre aux clients le plus rapidement possible. Donc on a des exemples qui sont, on a beaucoup d'ailleurs à la SLN, où un peu comme on le voyait dans le film précédemment, on utilise des drones pour récupérer de la donnée topographique qui nous permet d'avoir quasiment une mise à jour en temps réel de ce qui se passe sur nos mines. On travaille aussi les données géologiques pour construire le jumeau numérique de la mine et ainsi être beaucoup plus efficace dans nos moyens de production. Et puis sur la partie métallurgique, donc quand on transforme le minerai en produit pour livrer aux clients ensuite, on a commencé à travailler avec des data scientists. Et donc aujourd'hui, à la SLN, enfin aujourd'hui, disons que dans moins d'1 mois, on va avoir de l'intelligence artificielle qui fonctionne avec les fours en temps réel. Donc il y a toujours, je pense aussi en Nouvelle-Calédonie, cet esprit pionnier qu'il faut entretenir. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, dans la transformation, en quoi la transformation numérique est une opportunité, c'est qu'on est passé d'un mode où on a des grandes entreprises qui sont un peu le pivot à un mode beaucoup plus réseau. Aujourd'hui, dans le groupe Eramet, on a à peu près 50 à 60 personnes qui travaillent autour de l'intelligence artificielle, des algorithmes, etc. Et il y en a à peu près 5 ou 6, allez, une dizaine qui sont internes au groupe. Et le reste, en fait, c'est travailler avec des plus ou moins grandes structures, des petites structures, des startups. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça contribue aussi, enfin, je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont des bonnes idées ont cette possibilité de créer leur entreprise, de créer leur start-up et de venir travailler en fait avec des grands groupes comme les nôtres. Tu en viens à ma nouvelle question. L'humain dans tout ça, les méthodes de conception ont changé avec le digital, la formation des employés ou des collaborateurs aussi a changé. Les méthodes test and learn, de tester rapidement, échouer rapidement ou réussir, apprendre tout le temps. Comment ça se passe? Qui veut répondre? David? Alors, on a beaucoup parlé de numérique et de digital ce matin, mais on n'a pas vraiment défini exactement. C'est compliqué de définir ce que c'est que cette transformation numérique. Et alors, je vais répondre, mais c'est surtout l'idée d'utiliser la technologie tout le temps, partout, sur n'importe quel appareil. Et aujourd'hui, le digital, ça se traduit concrètement par tout connecter. Donc on connecte les voitures, on connecte les objets, on connecte les frigos, on connecte la banque, on connecte les lumières, enfin on connecte tout. C'est être multicanal.
c'est-à-dire la capacité à parler à nos appareils. Alexa, Google, on leur parle. On a un téléphone, on a l'IoT qui communique. On automatise tout, c'est ce qu'on disait à l'instant, donc tout s'automatise. Et enfin, je pense que c'est peut-être le plus important et ce qu'on rate un peu souvent dans cette transformation, c'est mettre le client ou l'usager, le cas échéant, ici, en premier. C'est-à-dire, au lieu de réfléchir à nos process internes d'entreprise, on pense d'abord au client d'abord. Et tout ça c'est très difficile, hein, parce que ce matin, Madame de la Province Sud disait que dites-le nous une fois. Donc dites-le nous une fois, c'est quelque chose c'est un des principes dont on va parler bientôt, je pense, notre ami d'Estonie. Mais c'est un principe très important de dire aujourd'hui, c'est pas moi l'administration qui donne les processus, c'est vous humains. D'accord, qui me donnait votre histoire de vie et moi je m'adapte à cette histoire de vie. Par exemple, en Australie, on doit refaire son permis, je ne sais pas ici si c'est le même cas, on doit refaire son permis tous les ans ou 2 ans ou 3 ans selon qu'on paye ou pas. Et ça veut dire que moi mon permis il échue dans 2 ans. J'aimerais bien que l'administration me rappelle que mon permis échoue dans 2 ans et qu'ils me disent appuyez ici pour renouveler votre permis. Alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe en France par exemple, on ne vous dit pas que c'est terminé. Et donc vous arrivez, votre passeport est échu et c'est fini, vous pouvez plus partir à l'étranger. C'est quand même débile que l'administration qui a la date de fin de mon passeport ne sache pas me dire il faut que tu le renouvelles maintenant. Donc changer cette mentalité, ça implique aussi à changer pas uniquement les technologies, parce que la technologie elle est là, c'est changer la façon de travailler. Et donc quand on dit remettre l'humain au centre, c'est évidemment l'humain dans l'entreprise, donc travailler différemment. Et si vous restez à 11h30, je vais parler de ça. Mais c'est aussi revoir comment tous les process de travail, de conception des applications est challengé par la façon de travailler en mettant l'usager en premier. Donc, tu parlais de test and learn. Aujourd'hui, utiliser des drones, utiliser des applications IoT, ça ne met pas en exergue le fait qu'on doive aller sur le terrain, travailler, se tromper, recommencer, etc. Ces approches de travail, de conception d'applications numériques qui oblige à aller se confronter à la réalité, c'est très très nouveau. La plupart des DSI aujourd'hui, quand elles travaillent en chambre close, je ne parle pas de vous, hein, je parle en général, en disant on sait ce que veut l'usager, on va le travailler entre nous à faire des cahiers des charges. Le digital aujourd'hui, et surtout pour nous, utilisateurs du digital, on a tous un téléphone, hein, c'est de se confronter vraiment à la vraie vie, c'est d'utiliser le plus possible des applications. Si elles ne marchent pas, on continue, on avance. Et en fait, c'est une conception totalement nouvelle sur laquelle il faut changer la culture, de pouvoir se confronter à la réalité, travailler en collaboration avec les gens à l'extérieur de la boîte et faire en sorte qu'à l'intérieur de la société, on puisse apprendre à changer. Donc prendre des risques, se tromper, tester de nouvelles méthodes pour délivrer plus vite, etc. Ludovic, comment tu insuffles ces nouvelles méthodes à tes équipes chez Eramet ? Justement, pour rebondir, en fait, je pense que dans transformation numérique, le mot le plus important, c'est vraiment transformation. Et c'est pour ça que moi, en fait, je fais pas partie de la DSI d'un grand groupe. Et on a abordé vraiment cette question de la transformation numérique d'un point de vue stratégique. Comment ça transforme nos métiers. Et donc, pour l'insuffler, on a mis en place des méthodes qui sont maintenant assez traditionnelles, hein, proof of concept. On va justement sur le terrain et on essaye de comprendre les besoins des utilisateurs et on design avec eux ce qui leur convient le mieux. Alors parfois il y a des solutions qui sont sur étagère toutes faites qu'on teste et ça fonctionne bien. Et puis il y a d'autres fois on a besoin en fait d'avoir des cycles d'itération qui sont très très courts pour vraiment comprendre les besoins de l'utilisateur. Et donc dans le groupe Eramet, on a dû faire aujourd'hui à peu près 200 proof of concept, quelque chose comme ça. Ensuite, on a mis en place en fait toute une méthodologie pour très vite arrêter quand ça fonctionne pas, éventuellement reprendre. Et aujourd'hui, on est à un taux de conversion qui est plutôt pas mal, hein, mais qui est à peu près 30% en fait des projets qu'on a menés qui passent en phase d'industrialisation, donc qui servent vraiment les métiers. Mais c'est vraiment une différence. Enfin, c'est vraiment culturel en fait. Il faut vraiment arriver dans les grands groupes qui sont là installé depuis longtemps à faire ce switch culturel et à mon sens ne pas faire de techno-push mais vraiment prendre cela sous l'aspect transformationnel. Ok, je pense un petite info pour notre audience. L'échec dans le digital, c'est pas très grave, il faut essayer, tester, échouer rapidement. Exactement. En fait, l'échec, c'est plus une manière d'apprendre. C'est pour ça qu'on appelle ça du test and learn.
Et donc nous, en fait, on a appris justement de nos erreurs, on a appris à se mettre à la place de l'utilisateur. Et ça, en fait, ça sert très vite ensuite à passer, à reprendre le test autrement et à passer en phase d'industrialisation. Et vraiment cet aspect transformationnel, transformation des métiers, ça apporte beaucoup en termes de réduction des coûts, en termes de gains de productivité qu'on voit dans le groupe Eramet. Donc le coût d'un test, c'est très très peu par rapport à ce que ça peut rapporter, que ça gagne, que ça réussisse, et donc on passe directement en phase d'industrialisation, ou alors que ce soit un échec, ça permet d'éviter en fait des pertes qui auraient pu être très conséquentes si on avait décidé de se lancer dans un plan de déploiement massif sans faire le test précédemment. Merci. Laurent, on voit que les modèles ont changé dans le BTP. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour une société qui se digitalise pas, qui n'utilise pas ces nouvelles technologies? Comment elle pourrait évoluer? Alors, une société qui se digitalise pas, elle pourra toujours construire des bâtiments, elle pourra toujours construire des routes, faire des ponts. C'est pas le sujet, c'est qu'elle va perdre en compétitivité. En fait, c'est quand même un des axes aujourd'hui, de notre monde. Globalement, on nous demande d'être toujours plus compétitifs. Et on le voit bien, tout le monde a progressé sur la compétitivité avec juste l'organisation des entreprises déjà. Et tout ce que nous amène, ce qu'on a pu voir dans mon petit film sur le numérique, la modélisation, ça nous permet en fait d'essayer des choses qu'on n'aurait pas osé faire, on va dire naturellement sur un chantier parce qu'il y a des risques financiers importants. Et donc ça nous permet du coup d'augmenter notre productivité en termes de technique déjà et de méthode. Donc quand on voit effectivement, donc on peut modéliser les méthodes, par exemple de le montage d'un bâtiment, qu'on les numérise et puis qu'on peut tout simplement au jour le jour les montrer finalement à nos ouvriers, à nos compagnons sur le chantier. On leur montre en animation 3D ce qu'ils vont faire dans la journée. Pour ça, c'est un gain énorme parce que du coup, ça met à la portée entre guillemets de l'ouvrier lambda qui ne sait pas lire un plan, en lui montrant une vidéo 3D, il va tout de suite avoir accès à la compréhension du chantier. Donc c'est vraiment une évolution majeure. Et de la même manière, la réalité virtuelle que maintenant on commence à utiliser pour ce qu'on appelle la formation au risque et à la sécurité, ça permet au gars de le mettre en situation de risque et de danger qu'il va pouvoir peut-être rencontrer sur le chantier, mais de manière virtuelle. Et puis on va voir comment réagit la personne face à ce danger. Et on quitte à ce qu'il fasse une erreur, qu'il tombe, puis on va pouvoir détecter où est son point faible et puis le former, le faire évoluer là-dessus. Donc du coup, le digital, pour nous, dans le BTP, c'est vraiment le premier usage, c'est un accès à tous. Et un accès au plus grand nombre pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer les gens et donner ça à tout le monde. Ok, merci. On a vu, David, tout à l'heure, tu as parlé d'expérience utilisateur, qui était un peu au centre du dispositif. Samir, quelle expérience utilisateur l'IoT amène? Est-ce que tu as un petit exemple? Alors, je vous ai amené un deuxième objet. Donc cet objet, c'est pas très compliqué, c'est un bouton et un GPS. Et donc on a travaillé avec un transporteur au port autonome du Havre. Et ce transporteur, son vrai problème, c'est quand un bateau arrive, il n'arrive pas toujours à l'heure. Et parfois il arrive dans la nuit. Et son vrai souci, c'est de trouver un transporteur pour décharger les marchandises. Et donc avant, il y avait son téléphone et puis il appelait les 12-15 transporteurs du port autonome du Havre. Et au final, quand il arrivait à en rejoindre un, après il fallait qu'il lui explique précisément où était le bateau et quel type de marchandises il fallait décharger. Et l'expérience utilisateur montre qu'en fait, la seule information que cette personne a besoin, c'est dire j'ai besoin d'un transporteur, donc le bouton, et je suis à tel endroit, donc le GPS. Donc on a transformé en fait un nombre de coups de fil invraisemblables et parfois frustrants parce qu'ils ne trouvaient pas de transporteur en un tout petit boîtier qui porte à la bandoulière. Et quand il appuie sur le bouton, en fait, numériquement, la position du bouton et le fait qu'il ait besoin d'un transporteur va vers un serveur qui dispatche l'information vers tous les transporteurs. Et le premier transporteur qui dit j'accepte le mandat de transport
reçoit l'information de où se trouve la demande, du type de marchandise, et il y a un contrat qui est émis, et le transporteur arrive pour décharger la marchandise. Donc on a transformé un processus extrêmement aléatoire qui nécessitait des coups de fil, des connaissances, et puis parfois qui était biaisé, en un tout petit boîtier à la bandoulière, plus un bouton. Donc l'expérience utilisateur des employés du port autonome du Havre, elle a été très largement améliorée, et les temps de déchargement ont été très largement améliorés grâce à un petit bouton et un petit boîtier qui, encore une fois, coûte moins de 20 €. Ok. On voit donc que le digital amène certainement un ROI et une simplification. Est-ce que vous avez des cas concrets de retour sur investissement avec le digital ? Moi, je peux vous en donner un, par exemple, au Gabon. Alors, pour faire très simple, au Gabon, donc, on a une mine de manganèse, on extrait du minerai, on met le minerai dans le train fait 650 km dans la forêt, ça arrive au port, et ensuite, le minerai est mis dans les bateaux. Donc ça, c'est très simple à dire, mais c'est plus compliqué à faire, et en particulier le remplissage du minerai dans les trains, parce qu'il faut que en fait, il n'y a qu'une seule ligne de chemin de fer. Donc les trains ne se croisent qu'aux gares, et le train de minerai, il faut qu'il parte à l'heure, parce que sinon, il risque de rentrer en collision avec d'autres trains. Sauf que le problème, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et encore un peu aujourd'hui, on a du mal à faire partir les trains à l'heure. Alors on a essayé de comprendre pourquoi. Et c'est là où on se met vraiment à la place des utilisateurs. En fait, c'est parce qu'il y avait un manque de communication entre ceux qui sont chargés de préparer le train, ceux qui sont chargés de mettre le minerai dans le train. Et donc, on a pas mal discuté avec eux et on leur a designé une petite application qui permet à chacun, en fait, de trouver sa place au bon moment, en disant ah ça y est, j'ai fini de retourner les wagons, tu peux mettre le minerai dans les wagons, etc., de manière à ce que le train parte à l'heure. Et en fait, c'est un train de minerai, c'est plusieurs milliers de tonnes de manganèse qui peuvent partir. Et un train qui part pas, c'est du minerai qui reste au niveau de la mine et qu'on vend pas à la fin de l'année. Et donc, on avait ce choix on a réussi à faire entre designer cette petite application qui permet de faire partir les trains à l'heure versus, pour être sûr qu'il y ait toujours un train prêt à partir, racheter une locomotive et une centaine de wagons. Donc je vous laisse estimer le ROI. David, est-ce que tu as des exemples en termes de ROI sur les projets ? Alors en fait, il faut pas. Là, on vous parle beaucoup de sujets digitaux qui sont un peu futuristiques parce qu'on parle de drone, on parle d'intelligence artificielle, mais le digital, c'est pas ça. C'est effectivement des applications très simples. On a beaucoup travaillé pour Qantas, donc la compagnie aérienne que vous connaissez, je pense, en Australie, et ils nous ont posé plusieurs questions. Alors effectivement, il y en a sur lesquelles on a répondu avec un peu d'intelligence artificielle. Une des questions, c'était est-ce qu'on peut prédire le nombre de personnes qui vont prendre leur petit déjeuner dans les vols domestiques du matin ? Donc s'il y a 130 places dans un avion, est-ce qu'on doit prendre 130 petits déjeuners ? Parce qu'une fois que ça rentre dans l'avion, ensuite c'est jeté. Donc on pourrait optimiser, en termes d'écologie bien sûr, mais on pourrait aussi optimiser en termes d'achat, le nombre de petits déjeuners. Vous savez combien ça coûte un petit déjeuner dans l'avion ? Ça coûte $2, ça coûte rien en fait. Donc on va se dire, gagner $2 sur 2 places, ça coûte rien, sauf quand vous faites un très très grand nombre de vols par an. Et ils nous ont demandé d'optimiser ça, de pouvoir prédire, de savoir si les gens allaient consommer ou pas leur petit déjeuner le matin. Et en fait, on l'a fait, et aujourd'hui, en n'optimisant pas du tout l'algorithme, on sauve 3 petits déjeuners par vol, par jour. Et en fait, quand vous cumulez ça, ça fait déjà $750 000, je crois, d'économiser. On n'a rien fait, on a juste dit enlève 3 repas par jour par rapport à chaque vol. Donc il y a un peu de magie, mais il y a des choses beaucoup plus simples dans le digital. On n'est pas obligé d'aller si loin. Je prends toujours Qantas. Qantas, ils avaient un problème. Ils voulaient optimiser leur consommation de fuel dans les avions. Alors vous imaginez bien que ce n'est pas un problème très simple. Ça, c'est évident. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était optimiser le fuel quand ils étaient à l'arrêt, quand ils faisaient le demi-tour pour pouvoir repartir. Et ils nous ont dit, on va faire une application qui dit aux pilotes d'arrêter la clim, un truc très très compliqué. Et comme je vous disais, l'expérience utilisateur, c'est plus important que juste la technologie. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'on va aller sur le tarmac et observer comment les gens fonctionnent, comment les ingénieurs, comment les personnes qui vont ramener l'essence, etc., comment ils fonctionnent. Et en regardant un petit peu comment les gens travaillent, on s'est rendu compte que le problème n'est pas de savoir si on éteint la clim ou pas dans les avions, c'était qu'il manquait une information capitale. Est-ce que la prise électrique sur la piste fonctionne ou pas ?
Alors vous allez me dire, on a l'impression que dans un aéroport, tout est sécurisé, tout fonctionne déjà. Pas du tout. Il y a plein d'informations très simples comme j'ai une prise de courant, est-ce qu'elle marche ou pas? Cette info n'était pas accessible. Donc quand vous avez une personne sur la piste qui tire un gros câble, ça lui prend 20 minutes à tirer un câble, à remonter à l'avion, il le branche et il se rend compte que la prise ne marche pas, non seulement il a perdu du temps, mais en plus l'avion est obligé d'utiliser son fuel pour utiliser la clim. Donc la seule chose qu'on a faite en digitalisant, c'est mettre un système, une application très simple qui dit cette prise-là marche, cette prise-là ne marche pas. C'est tout. Avec ça, on a fait gagner une énorme masse d'argent à Qantas, juste parce qu'il était capable de dire la prise marche ou marche pas. Donc il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'on a fait. C'est juste l'approche d'aller au plus près de comment les gens fonctionnent, de pouvoir prouver que ça fonctionne. Donc je répète ce message, le digital, il y a la consommation du digital, comment n'importe quelle entreprise peut consommer du digital, utiliser des outils digitaux, mais aussi comment elle se digitalise dans son approche, c'est-à-dire comment elle est capable de changer sa façon de travailler. Et je pense que c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Tous les outils existent et tu disais à juste titre que les entreprises qui ne vont pas se transformer en utilisant les outils vont péricliter parce qu'elles sont plus compétitives, c'est vrai. Mais encore une fois, ce qui va être très difficile aussi, une fois que les technologies rentrent dans l'entreprise, c'est comment on change la façon de travailler de la plupart des gens. Et si vous êtes une petite boîte, il n'y a pas de grosses difficultés, j'imagine. Mais dès que vous dépassez une vingtaine de personnes, il faut changer la façon de travailler. Et c'est ça qui devient difficile aujourd'hui. Merci David. Samir, tu avais une petite anecdote sur les magasins, comment tu les digitalises et tu simplifies les choses. Voilà, donc dans la petite vidéo, on a parlé de Carrefour qui fait 30 milliards d'euros de capitalisation. Et le plus gros problème dans la vie de Carrefour, c'est remplir le rayon de chips. Donc moi, quand je suis allé voir Carrefour, ils m'ont dit moi j'ai un problème sur mes chips. Alors je dis en quoi ça me regarde avec l'IoT? Donc leur problème, c'est que dans le rayon de chips, c'est un rayon qui se vide très vite et donc il y a un problème de réassort. Et en fait, quand vous passez dans le rayon de chips et qu'il n'y a pas de chips, en fait, pour Carrefour, c'est une catastrophe. Parce que du coup, vous achetez pas le Coca-Cola et vous achetez pas les saucisses pour le barbecue du dimanche. Et donc, ça, mis à bout, à chaque fois qu'il y a un vide dans le rayon de chips, ça crée ce qu'on appelle un incident de rayon. Et si on fait la somme de tous les incidents de rayon sur tout le groupe Carrefour dans le monde, c'est une perte de à peu près $1 milliard. Donc c'est pas le problème de l'absence de chips. La prochaine fois que vous irez dans un magasin, vous y penserez. C'est un vrai problème de digitalisation. Donc ce qu'on fait, c'est on mesure le nombre de paquets de chips dans le rayon. Et quand le nombre de paquets de chips dans le rayon devient critique, c'est-à-dire que la vitesse d'achat des chips est plus grande que la vitesse de réassort, et ben on crée une alerte sur un magasinier qui reçoit un message et qui lui dit « Cher ami magasinier, il est temps de remplir les chips ». Et donc, ce petit message de remplissage de chips, c'est un message à $1 milliard. Merci. Dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de chips aussi chez eux et qui veulent poser une question à Samir? Ou est-ce qu'il y a une audience qui veut poser une question à nos invités? Visiblement, on a eu une question sur Twitter, donc je ne sais pas où est la personne qui a posé la question sur Twitter pour que je passe le micro. Est-ce qu'elle peut se manifester ou une autre personne? Ah, voilà. Ah, voilà, je fais passer le micro. Donc c'est bien les réseaux sociaux parce qu'on peut recevoir toutes vos demandes. Estelle, t'es connectée tout le temps, quoi. Non, j'ai pas posé de question. En fait, j'ai juste demandé à ce que le micro circule. Parce qu'en fait, en Calédonie, je pense qu'on est beaucoup de petits entrepreneurs et pas que des grosses entreprises. Et que des fois, on a des questions par rapport au numérique, voilà, où on n'a pas forcément les moyens. Je voulais juste citer un exemple. Moi, je suis une entreprise, en fait, toute seule, où je fais de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire que je travaille avec des chercheurs ou des instituts de recherche, je vulgarise leur travail, et notamment avec Mathieu, on est en train de concevoir un site internet qui sera dédié aux agriculteurs. Et en fait, tout ce que vous dites sur le apprendre et je ne sais pas comment vous dites, c'est learning et je ne sais plus quoi, voilà. En fait, Test and learn. Test and learn, c'est vraiment quelque chose de très très important.
Moi, je suis allée voir des agriculteurs pour voir comment ils fonctionnaient, pour essayer de créer un site qui soit adapté à leurs besoins et que ce ne soit pas la recherche qui diffuse leurs connaissances. Et en fait, ça demande des moyens aussi de pouvoir faire ce test and learn et d'avoir ce temps de conception et de matière grise. Et quand on travaille pour des entreprises publiques, il n'y a pas souvent les moyens dédiés à ça. C'est pas vous, je pense que vous, en tant que très grandes entreprises, vous avez les moyens parce que vous avez des modèles économiques derrière, ou qui fait que quand vous pouvez mettre en place des systèmes qui fait que vous gagnez du temps, vous êtes plus rentable. Mais quand on travaille quand il y a des petits entrepreneurs qui ont besoin de tester des nouveaux sites internet, ou quand vous avez des entreprises publiques qui ont aussi qui sont pas forcément dans le système, ben, c'est pas évident. Donc en fait, ma question, c'est plus quand on n'est pas une grande entreprise comme vous, comment est-ce qu'on fait pour développer des tas de petits outils qui sont super utiles, mais voilà, pour lesquels on n'a pas forcément de moyens quand on est dans le public ou quand on est David, une petite entreprise. Ouais. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a une méthode qui a émergé il y a une dizaine d'années qui s'appelle le Lean Startup, qui est le Lean appliqué aux startups. Donc le Lean, c'est la capacité à être efficace, à optimiser son flow. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais pour les startups, en fait, une startup, vous le dites bien, hein, vous n'avez pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps à dépenser. Surtout, vous ne pouvez pas vous tromper trop vite. Parce que si vous vous trompez complètement, vous perdez tout votre argent et votre investissement. Par contre, une start-up, elle a très intérêt à se tromper un petit peu pour pouvoir pivoter régulièrement. Alors qu'effectivement, une grosse société, si elle se trompe, jusqu'à maintenant, beaucoup de sociétés l'ont fait, elles se sont trompées, elles ont dépensé des millions, et puis finalement, c'est pas très grave. Alors justement, toutes les méthodes de test and learn viennent du Lean Startup, qui viennent des startups. C'est-à-dire qu'elles sont optimisées pour vous, pas pour les grosses entreprises. Aujourd'hui, si vous demandez aux grosses entreprises, est-ce que vous faites du Lean Startup, elles vont vous dire oui par acquis de conscience, mais elles n'en font pas vraiment. Quand elles vous parlent de MVP, je dis des termes un peu techniques histoire de faire du buzz, mais Excuse-moi, tu peux expliquer? je vais l'expliquer. Mais lorsqu'elles utilisent le mot MVP, que je vais expliquer, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles font en fait. Elles font ça parce que des gens sur la place en parlent, et en réalité elles n'en font pas. Alors que uniquement les startups aujourd'hui en font parce qu'elles en vivent. Le MVP, qui veut dire Minimum Viable Product, donc le produit minimum est viable, c'est le minimum que vous pouvez faire pour démontrer que votre idée ou votre hypothèse fonctionne. Donc dans une startup, si vous développez votre produit complètement, votre site internet pour les agriculteurs, et ensuite vous allez le montrer à l'agriculteur, et que l'agriculteur vous dit ça ne me va pas du tout, vous avez perdu tout votre argent. Donc le MVP, c'est forcément pas ça. C'est plus petit, c'est peut-être un prototype, c'est peut-être une image, c'est peut-être quelque chose sur un tableau blanc. Alors que les grosses entreprises, elles n'aiment pas ce risque-là, elles n'aiment pas aller se confronter. Donc ce qu'elles vont faire, elles vont faire le site 3 fois, et elles vont se dire on s'est complètement trompé, mais on va le laisser tel quel. Quand c'est une administration, c'est encore pire, parce qu'elles n'ont même pas le budget pour faire le MVP, donc elles vont faire n'importe quoi. Et je dis pas ça pour vous, encore une fois. Hein. Je bossais avec vous, je sais que vous ne le faites pas comme ça. Mais ce qui est important, c'est que justement, vous, les petites entreprises, il faut absolument vous former sur ces méthodes, parce que ce sont elles qui vous permettent d'optimiser votre cash flow, bien sûr, mais vos investissements en termes de temps et d'énergie sur vos produits digitaux. Les outils existent déjà. Maintenant, vous, ce que vous devez faire, c'est l'adéquation au client. Ce n'est pas les outils technologiques, c'est l'adéquation au client. Que veut votre client? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Et comment vous êtes capable de lui donner ce qu'il attend le plus vite possible et avec la plus grande valeur possible. Et ça, c'est des méthodes qui s'appellent Lean Startup, qui ne sont pas du tout dédiées aux grandes entreprises. Aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les conférences que vous écouterez sur le sujet, sur Lean Startup, c'est comment appliquer le Lean Startup en grande entreprise. Donc, au contraire, moi, je pense, pour vous répondre à votre question, que les outils existent et elles vous permettent d'optimiser votre temps et la valeur que vous apportez à vos clients. Il faut se former un petit peu, c'est pas très très compliqué. Mais je pense que vous êtes la mieux placée pour essayer que les grosses entreprises de l'administration, pour le coup. Merci David. Alors on profite toujours des joies du direct, puisque la première nous fait du Facebook Live, donc on est en direct et on a, alors je ne sais pas si y a un téléspectateur, voilà, nous pose une question. Quels domaines ont le plus besoin de se digitaliser aujourd'hui? Tu réponds, Samir? Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans le digital, c'est que ce qu'on appelle dans le métier les verticaux, c'est-à-dire les métiers qui se transforment le plus vite, c'est les métiers qui sont en danger. C'est-à-dire que tous les métiers qui ont aujourd'hui un compétiteur nouveau qui arrive, ils ont un besoin de digital accru.
Et donc les métiers, par exemple, pénibles, ont un besoin de digitalisation. Par exemple, dans le groupe EDF, ils ont identifié que les besoins en digitalisation étaient beaucoup plus liés aux travaux de force. Et donc, ils ont investi beaucoup plus d'argent dans des solutions autour de la sécurité des travaux de force et des ouvriers que pour des solutions pour les cadres et les activités intellectuelles. Donc les métiers qui ont tendance à être en danger ou à être en très forte compétition sont ceux qui ont besoin le plus de digital. Donc un autre exemple qui aujourd'hui est très important, c'est l'agriculture. L'agriculture qui est en compétition mondiale et face à des dangers extrêmes, aujourd'hui a investi massivement dans sa transformation. Et aujourd'hui, le digital arrive dans les champs, dans les étables, pour apporter de la compétitivité et de la traçabilité et du respect de l'écologie. Donc les domaines souvent les plus simples et les plus ancestraux sont ceux qui profitent le plus du digital. Donc on parlait aussi de la mécanique, on parlait aussi des métiers qui existent depuis des centaines d'années. Alors, il y a une deuxième question d'un téléspectateur. Prenez-vous en compte l'impact écologique de ces nouveaux outils ? Oui, on regarde forcément l'impact écologique parce que enfin, je pense qu'il y a au niveau du numérique, effectivement, il y a énormément de consommation d'énergie qu'on voit pas forcément derrière. Parce que quand on met tout dans le cloud, on s'en rend pas compte, mais il y a quand même une consommation d'énergie qui est extrêmement importante. Et donc, je vais pas vous dire qu'aujourd'hui, on la prend en compte parce qu'on n'a pas forcément, enfin en tout cas dans le groupe Eramet, la connaissance de combien on dépense en énergie pour notre transformation numérique, mais c'est quelque chose qu'on commence à regarder. Et qu'on commence à regarder en particulier en termes de traçabilité, parce que quand on parle de blockchain pour pouvoir tracer par exemple le poulet chez Carrefour ou demain les métaux chez Eramet, c'est bien. Tu peux expliquer rapidement comment ça marche C'est très compliqué. En fait, la blockchain peut-être qu'il y en a d'autres qui pourront l'expliquer encore mieux que moi, mais c'est un système qui permet de tracer, en fait, par exemple, la conception d'un produit tout au long de la chaîne de valeur de manière infalsifiable, mais qui consomme beaucoup d'énergie. Et donc, aujourd'hui, en fait, je pense que ça va être un sujet, et nous, c'est ce qu'on va commencer à regarder. On ne l'a pas encore vraiment fait, mais la consommation en CO2 et en énergie que représentent les outils numériques, c'est aussi quelque chose qu'on commence à prendre en compte dans la conception de nos nouveaux produits. Alors, il y a encore une question d'un téléspectateur, mais d'abord, je vais retrouver la dame qui est là et qui avait une petite question. Tania, je peux rajouter un truc avant ou pas ? Je sais pas. Parce qu'après, tu as quand même un temps de parole. Hein. Tu vas nous parler de régime avant de passer à table, t'imagines ? Bon, vas-y, on t'écoute. Non, mais c'est une question très importante, l'écologie dans le digital, parce que je pense qu'au début, on est au balbutiement du digital dans le monde. Même si on est très avancé, on est vraiment au balbutiement. Et aujourd'hui, l'empreinte énergétique du digital est énorme. Et on s'en fiche un peu parce que on est aux aguets de wow, Facebook, Instagram, ça clignote sur mon téléphone, etc., etc. C'est très grave, on s'en rend pas compte, et vous êtes encore plus sensible en Nouvelle-Calédonie parce que vous avez la barrière de corail. Vous savez que les impacts climatiques sont très forts ici, plus qu'à Paris où on s'en rend pas vraiment compte. Et je rajouterai un dernier élément qui n'est pas que écologique, c'est l'addictivité au téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital a créé une addictivité énorme en tant qu'humain. Pour nous, pour nos enfants évidemment. La France était un des premiers pays à autoriser le droit à la déconnexion. C'est quand même terrible qu'on soit obligé de regarder notre téléphone en permanence parce que toutes les choses clignotent autour de nous. Donc je pense qu'on est juste au balbutiement. On démarre, l'écologie va en prendre un énorme coup aujourd'hui et on s'en fiche un peu et ça va revenir dans notre figure très vite. Mais aussi notre addictivité au téléphone va être quelque chose qu'on va devoir gérer avec le temps et qui va commencer à se développer, mais pas tout de suite.
Bonjour. En fait, ce qui m'intéressait, c'était suite à la diffusion de la vidéo sur tout ce que permettait justement ce développement digital avec la planification 3D qui était disponible. C'était par rapport en fait à l'utilisation justement de ces moyens pour la gestion des ressources. Est-ce qu'il vous l'avez mis on parle beaucoup de rentabilisation, donc gestion, livraison, etc. Mais du coup, est-ce que cette digitalisation justement vous permet vous d'envisager différemment l'utilisation des ressources existantes dans le cadre d'extraction, etc. La question n'est pas facile. Non, ces outils ils permettent surtout d'aller plus vite. Après, d'optimiser forcément, puisque effectivement, je ne sais pas si on va, par exemple, je pars une carrière effectivement où on va extraire du matériau. On va pouvoir mieux déterminer les zones qu'on souhaite extraire et optimiser pour pas, on va dire, terrasser toute la montagne juste pour une partie qui nous intéresserait. Donc c'est plus dans ce sens-là où effectivement ça va nous aider forcément, ça nous rend plus performants, donc on est plus pointu dans ce qu'on fait, quoi. Donc on fait pas on limite, on va dire, le travail pour rien. Donc ça c'est quand même important, je pense. C'est pareil pour les mines, en particulier les minerais de nickel. Grâce au digital aujourd'hui, on va avoir la capacité à pouvoir cibler les zones où il y a exactement la teneur qu'on veut, et donc manipuler beaucoup moins de terre et être plus efficace. Et donc l'effet collatéral qui est très intéressant, c'est qu'on augmente en même temps la durée de vie de la mine. Donc on extrait plus longtemps et mieux. Merci. On a encore une question par ici. Bonjour, je m'interrogeais par rapport à l'intervention sur Carrefour et la mise en place d'un petit IoT sur les chips. Et je me disais que quand j'étais étudiante il y a une trentaine d'années, j'avais eu la même démonstration par un spécialiste du système Toyota sur le fait de mettre en place un Kanban. Et ma question, c'est où est l'humain dans tout ça? Qu'est-ce qui fait que du coup, l'approvisionneur qui reçoit le petit message, soit par une petite étiquette blanche qui lui dit rupture, ou par un IoT qui lui dit rupture, qu'est-ce qui fait que cet humain-là, ou qu'est-ce qui fait que les chips vont atterrir dans le rayon? Est-ce que c'est parce que justement il y a robotisation derrière et qu'il n'y a plus d'humain? Ou est-ce que c'est parce que l'humain il préfère parler à son téléphone? Je n'ai pas compris pourquoi les chips sont arrivés grâce à l'IoT versus le Kanban d'avant. Alors, l'exemple Carrefour, mais il est généralisable, en fait, c'est une tendance majeure de l'industrie. Donc, dans le retail, pour un magasin de 10 000 mètres carrés, il y a 30 ans, il y avait 18 personnes pour le gérer, et aujourd'hui, c'est 6. Et en fait, ce qu'a observé Carrefour, c'est qu'ils ont réduit les coûts sur la branche gestion de l'approvisionnement. Et ils ont tellement réduit les coûts que ça a créé d'autres problématiques. Donc ils ont optimisé grâce au Kanban l'utilisation de ressources humaines. Mais ils sont arrivés à une masse critique qui ne permet plus de gérer les défauts de stock. Et les magasins n'ont fait que grandir. Et en fait, la détection du défaut de stock, c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources et que les magasins ne peuvent plus assumer en termes de coûts. Donc en fait, la digitalisation répond à un besoin qui est apparu suite à l'optimisation qui a eu lieu dans les années précédentes. Et aujourd'hui, l'approvisionneur, il est toujours informé par un moyen digital. Et après, un message qui n'est pas très politiquement correct, c'est que à terme, ce message digital, il s'adressera plus à un humain. Cependant, à terme, il est quand même à une échéance relativement longue. Et ce à terme, il est en train de gérer un problème que voit apparaître Carrefour, qui est dans l'évolution des mentalités des nouvelles générations. Aujourd'hui, Carrefour se confronte à un problème de recrutement sur les fonctions logistiques. Et il y a un nombre de magasins de plus en plus important qui ont identifié qu'ils ont besoin de 6 magasiniers, mais qui en fait n'arrivent pas à les recruter. Et donc c'est un problème structurel et un problème générationnel que le digital va tâcher de résoudre.
Alors j'ai une autre question d'un téléspectateur. Est-ce que cette transformation digitale n'a pas d'impact sur le chômage? Quelqu'un veut répondre? Nous, en fait, on a regardé dans notre groupe quel était l'impact des nouvelles technologies. Enfin, on commence à le regarder. Quel est l'impact des nouvelles technologies sur les emplois? Et ce qu'on constate aujourd'hui, parce qu'on est quand même au début de la transformation digitale, c'est que au contraire, ce qu'apporte le digital, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est l'information, puisque la base c'est la donnée et l'accès à l'information. Et donc ça permet aux gens non pas d'être supprimés et de tout automatiser, mais au contraire qu'ils puissent se consacrer sur les tâches qui sont les plus importantes pour eux, qui sont le cœur de métier. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui passe sa vie à récupérer des données sur des fichiers Excel, par exemple, pour essayer d'en déduire des informations versus la possibilité d'avoir ces informations en temps réel et de prendre les bonnes décisions, là, on voit qu'on y gagne énormément et on supprime pas d'emplois. Ou alors, certains vont peut-être être amenés à disparaître, mais en même temps, on va avoir besoin de nouvelles compétences. Et on voit ces nouvelles compétences qui apparaissent dans le digital. Et donc, ça nécessite, si je prends l'exemple des grands groupes comme le nôtre, d'avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on passe des anciennes compétences dont on n'a plus besoin aux nouvelles. Et ça veut dire quel plan de formation on met en place, comment on travaille aussi avec l'écosystème qui est autour de l'entreprise, comment est-ce qu'on favorise par exemple la création de start-up ou d'entreprises qui peuvent nous apporter quelque chose sans forcément l'internaliser au sein du groupe. Donc ce sont des réflexions qui sont ouvertes mais extrêmement intéressantes et je pense que tout le monde n'a pas encore la réponse aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a un vrai impact qui est, à mon sens, plutôt positif. Merci Ludovic. Moi, je suis un peu plus pessimiste. Parce que aujourd'hui, les chauffeurs de taxi conduisent des taxis. Dans 5 ans, 10 ans, je ne m'avance pas, 10 ans, il n'y aura plus de chauffeurs de taxi. Alors peut-être pas partout, mais dans les grandes villes. Donc ces chauffeurs de taxi, on peut dire qu'ils vont être formés à de nouvelles technologies, mais en fait, ils n'y seront pas. C'est-à-dire que quand on est chauffeur de taxi, on ne devient pas développeur Node.js demain. Et donc, il y a des métiers qui, effectivement, vont devenir très, très difficiles à tenir dans le temps. Magasinier, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, Amazon, tout est fait par robot. Demain, peut-être ce sera généralisé. Les taxis, les voitures automatiques. Les camions, aujourd'hui, en Australie, tous les camions qui récupèrent des mines, aujourd'hui, sont tous sans chauffeur. Donc, l'intelligence artificielle va prendre des décisions pour nous demain. Ça veut dire qu'il y a des gens qui faisaient des métiers c'est pas qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, mais qui étaient plutôt répétitifs et automatisés, qui vont être remplacés. Donc c'est une vision un peu terrible, mais c'est une vision qui va arriver à un moment dans 5, 10 ans, mais qui va arriver. Alors il y a des gens qui pourront se reformer dans le cadre de l'entreprise et faire autre chose, mais malheureusement il y aura des gens qui ne vont pas pouvoir. Et je suis désolé de dire ça, mais c'est triste, mais le futur, ça va être peut-être plus réservé à des gens qui font des métiers qui sont créatifs et qui ne sont pas encore complètement automatisables par une intelligence artificielle. Et ce qu'on croyait toujours protégé, conduire des voitures, il y a 15 ans, jamais on aurait pu croire qu'une voiture pouvait se conduire toute seule. Aujourd'hui, ça l'est. Des magasiniers qui remplissent tout seuls des rayonnages, merci. On croyait que ça se ferait jamais, ça se fait. Aujourd'hui, le digital, il peut être partout, partout, partout. Donc, moi, je suis un peu plus pessimiste, mais je pense qu'on va se faire rattraper par, encore une fois, l'écologie. C'est-à-dire, il y aura peut-être moins de minerais, il y aura peut-être moins de matériaux, et peut-être qu'on sera rattrapé par là. J'espère. Une question du public. Excusez-moi, je vous en prie. Oui, alors moi dans le BTP, du coup, nous on a toujours besoin d'ouvriers, de compagnons et à terme toujours quand même. On a toujours besoin quand même de gens pour réaliser nos chantiers. Donc le numérique pour nous, pour notre secteur en tout cas, c'est plus on va dire un gain parce que ça donne une attractivité à notre secteur qu'on n'avait pas par le passé, puisque ça permet effectivement de rendre plus accessible des choses qui ne l'étaient pas avant pour des gens qui n'ont pas forcément une formation initiale. Donc ça permet de leur faire comprendre des choses, donc ça élève l'intérêt du métier, et puis ça permet aussi pour nous d'attirer des jeunes, parce que nous on a toujours besoin de gens pour réaliser nos chantiers, quoi. Et puis après c'est aussi des nouveaux métiers qui sont liés au numérique, qui sont
complètement nouveau pour nous. Hein. Enfin, après l'étape de la 3D, c'est le BIM pour nous, hein, la modélisation numérique et le partage des données sur un cloud d'un bâtiment, par exemple. Bon, il y a des nouveaux métiers autour de ça qui vont être créés et qui vont aussi créer des nouveaux métiers qu'on n'avait pas avant dans notre secteur. Donc, merci beaucoup. Voilà, pour finir sur une positivité, pardon. Oui. Et j'aimerais aussi enchaîner avec une question positive, parce qu'on a beaucoup de questions qui ont tourné sur l'incidence que pourraient avoir les technologies sur l'écologie ou sur l'humain. Et moi, ma question, elle est, est-ce qu'on ne peut pas se servir de la transformation digitale en termes d'écologie pour apporter des réponses à des problèmes? Par exemple, on parlait tout à l'heure de la reconnaissance des araignées ou de la reconnaissance des visages. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer, par exemple, le blanchiment du corail et détecter, plutôt que faire une détection humaine, détecter un récif qui blanchit et essayer d'apporter des solutions? Et la question, je pense que vous avez la réponse, j'espère que vous avez la réponse, mais elle est aussi, qui c'est qui doit poser cette question? Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que c'est les associations? Et qui c'est qui finance? A priori, ça ne coûte pas très cher, Samir, 20 € le capteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour une question. Beaucoup moins si vous m'en prenez plus. Donc voilà. Donc moi je travaille avec le ministère de l'Industrie et en France, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent sur le digital. Le digital, effectivement, ça peut être une source d'inquiétude, mais c'est aussi des formidables opportunités pour trouver des réponses à des problèmes sur lesquels on tourne en rond depuis des années. Et aussi trouver des réponses à des problèmes qu'on s'est tous créés. Donc aujourd'hui, le digital, l'écologie utilise beaucoup le digital. Je vais vous donner un exemple. La disparition de la faune marine dans les calanques à Marseille. On a beaucoup de mal à évaluer les problématiques de bateaux qui, en déposant leur ancre, arrachent des herbes protégées qui génèrent de l'oxygène dans l'eau. Et avec des simples capteurs qu'on a mis au fond de l'eau, en fait, on détecte en temps réel les bateaux qui passent sur ces zones protégées. Et en temps réel, on informe la maréchaussée. Et donc, grâce à ça, sur 2 ans, là où il y avait 30% de disparition de ces fameuses herbes protégées dans les calanques, cette année, on est arrivé à 4% de disparition. Et en améliorant un tout petit peu les capteurs, on va arriver à 0%. Et on va améliorer un tout petit peu la maréchaussée aussi. Donc le digital, ça permet aussi de créer des opportunités pour l'écologie et pour essayer de trouver des solutions. On a beaucoup parlé avec des personnes ici de la détection des feux. Aujourd'hui, avec des systèmes de captation d'informations, on sait, détecter les feux à l'instant zéro. 2, on sait de plus en plus les prédire et même on arrive de plus en plus à mettre des plans en place pour limiter l'impact de la prédiction. Si on sait qu'on a un fort risque à tel endroit, on va aller faire du débroussaillage, etc. Donc là aussi, dans les zones test en France, on arrive à montrer qu'on arrive quasiment à protéger entièrement des zones des feux. Et donc le sujet est apparu avec l'Amazonie et les 2-3 startups qui travaillent sur le sujet, bizarrement, elles sont beaucoup plus sollicitées pour lever des fonds aujourd'hui. Donc le digital, c'est aussi des formidables opportunités pour trouver des solutions à des problèmes. Merci Samir. Il y avait une question dans le public, ce sera la dernière question. On a eu des questions de téléspectateurs auxquelles on ne peut pas répondre. Donc on pourra peut-être s'adresser à vous directement en dehors de la conférence. Une dernière question dans le public? Voilà. Encore? Bah dis donc, vous êtes gourmande. Non, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez. Et en fait, moi qui travaille beaucoup avec les scientifiques, la vraie difficulté, c'est que les scientifiques sont dans leur monde à eux et que, en fait, il manque des ponts pour pouvoir accéder à leurs connaissances, tout leur savoir-faire, et que des gens qui récupèrent leur savoir-faire et créent en fait des nouveaux outils qui permettent exactement soit de répondre au blanchiment du corail, etc., etc. Donc moi je lance une petite proposition, c'est que l'année prochaine, dans une des sessions de DigiNova, il y ait une petite session qui soit consacrée justement entre les ponts, entre le numérique et la science, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on a des scientifiques qui sont vraiment formidables et qui travaillent, qui ont des résultats intéressants, et je pense que ça peut ouvrir des portes intéressantes pour l'économie, de savoir ce qui se fait dans la science, et
quels outils numériques on peut développer. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Alors aujourd'hui, et tu en as parlé aussi Samir avant, un Raspberry Pi, ça coûte 20 euros. Et aujourd'hui, il y a des tonnes de cours en ligne pour se former. Vraiment, c'est pas très très compliqué. Moi j'y arrive, d'ailleurs, c'est pas très compliqué. Et c'est scientifique en fait justement. N'importe qui aujourd'hui peut créer un outil pour détecter le blanchiment du corail. C'est un peu plus compliqué le blanchiment du corail, mais moi j'ai voulu faire un outil qui mesure le pH dans ma piscine, parce que j'ai une piscine. Et j'avais pas envie d'aller à chaque fois chez le fournisseur pour lui demander de venir tester ma piscine, combien je dois rajouter de chlore, etc., etc. Je voulais le faire moi-même. Et je l'ai fait. Et ça n'a pas marché, parce que je suis pas très bon. Par contre, sur Internet, il y a un site qui s'appelle hacker.io, facile. Vous trouvez le code source pour le Raspberry, vous trouvez les outils électroniques à acheter et il vous donne la solution pour faire ça chez vous. Alors, ma piscine, on s'en fout. Mais par contre, n'importe qui demain qui cherche des solutions comme ça, et donc vos scientifiques, ils pourraient trouver sur Internet, c'est une mine d'or, tous les outils et tout le code source et tout le hardware nécessaire pour pouvoir le faire eux-mêmes. Ma réponse, c'est que c'est très important. Le digital, c'est pas réservé aujourd'hui à une élite. C'est très important. N'importe qui aujourd'hui, il y a tous les outils nécessaires et ça coûte pas très cher de pouvoir faire tout ce que vous voulez. Alors, le blanchiment du corail, c'est un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, je pense que se former sur des outils, aujourd'hui, il y a des cours à 10 $ sur Internet et il faut parler un peu anglais, mais le reste, ça se fait tout seul. Franchement, c'est très important. Ne laissez pas des entreprises prendre le pas sur ça. Tout le monde peut le faire aujourd'hui. Merci. Alors, on va juste, parce qu'on est pris par le temps et qu'après on a une conférence justement avec David Alia où il y aura tout le monde qui attend, la foule attend dehors. Je te mets un petit coup de pression là. Donc, juste un petit mot de la fin, peut-être de notre animateur pour conclure. Merci à tous les invités et l'audience d'être ici. On voit que le digital, c'est avant tout l'humain, l'humain au centre du dispositif, l'expérience utilisateur, la formation des hommes, l'échec facile, faciliter l'échec, faciliter l'apprentissage et apprendre constamment, quoi. C'est vraiment ça qui est important, ne pas avoir peur de l'échec et apprendre. C'est disponible, quoi, c'est accessible à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.